Lors de l'émission précédente, Baptiste Rambaud, animateur de podcast spécialisé dans l'analyse de scénarios, nous racontait comment une séance l'avait mis dans un état d'ébullition cérébrale. Alors lui qui a l'habitude de trifouiller dans les entrailles des films, sur quelle drôle de bête est-il tombé ce jour-là ? Et qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? J'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai allumé. Attends, c'est qui tient la télécommande là ? Ceux qui ont deviné de quel film il s'agit et qui l'ont vu savent qu'il faut se méfier des téléviseurs. Leurs ondes peuvent sérieusement endommager nos petits cerveaux. Et on est dans la réalité là ou on est dans un rêve ? Ah, la réponse est peut-être sur cette cassette. Quoi, celle-là ? Ah oui, j'oubliais. Je vous préviens, avec cet épisode, on va trancher radicalement avec le genre de film qu'on a l'habitude d'aborder. Préparez-vous à naviguer dans un monde où rien n'a de sens. C'est pas terrible ça. Attends. Allez. Préparez-vous à plonger dans une séance où l'absurde éclaire ce que le sens dissimule. Et il a dit quoi là ? Attends, je l'ai remis. Préparez-vous à naviguer dans un monde où l'absurde éclaire ce que le sens dissimule. Ouais, c'est mieux ça. Ouais, je sens que celle-là, elle va être spéciale. Très spéciale. Il y a pile 10 ans, en janvier 2015, au Festival du film fantastique de Gérardmer, Baptiste avait donc vu un film qui l'avait plongé dans un drôle d'état. Un état qui l'avait troublé et avait perduré pendant un bon moment en sortie de séance. Je n'arrivais pas à revenir au réel, c'est-à-dire je me vois encore, j'ai l'image de moi qui marche, qui longe le lac, et dès que je voyais un élément, un arbre, une poubelle, une personne, je m'imaginais les lier, me dire est-ce que ça va ensemble, est-ce que machin, et donc j'étais rentré dans un délire où j'arrivais plus à en sortir, et une espèce de transe cérébrale. Chercher les connexions et sombrer dans une transe cérébrale. Eh bien, ce film qui a fait bouillir le cerveau de Baptiste, c'est Réalité de Quentin Dupieux, sorti donc en 2015. Avec Alain Chabat dans le rôle d'un caméraman télé qui part à la recherche du gémissement parfait sur la demande de son producteur, incarné par Jonathan Lambert. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends ? Il a 48 heures pour le trouver et c'est seulement à cette condition qu'il pourra atteindre son rêve. Réaliser son film, une histoire un peu horrible qui parle de télé qui rend les gens débiles et après elle les tue dans d'atroces souffrances. Le type saigne à fond. Une histoire un brin loufoque qui nous emmène dans un univers où les frontières entre rêve et réalité se brouillent progressivement et où se télescopent d'autres intrigues en apparence sans lien. Avec sa galerie de personnages décalés dans des situations improbables, le film joue avec nos perceptions, déjoue les conventions classiques et défie toute logique. Donc là, vous commencez à sentir ce drôle d'ovni cinématographique. Entre humour absurde, mise en abîme et référence aux films de genre, Réalité offre une expérience qui surprend autant qu'elle déstabilise. Alors pas étonnant qu'il ait mis à rude épreuve celui qui aime décortiquer les scénarios, car avec sa structure labyrinthique, il y a de quoi faire surchauffer les méninges. Alors c'est pas mon film préféré du tout, mais c'est une séance qui m'a particulièrement marqué. En fait, les films qui me marquent souvent en sont des qui me mettent dans un état de cognition ou de réflexion que j'ai pas connu avant. Et à ce sujet, il évoque 2 autres films qui l'avaient plongé plus jeune dans une expérience inédite. Là encore, Mirrors d'Alexandre Aja, d'un point de vue cinématographique, c'est pas un grand film. Et moi, c'est le premier que je voyais, film d'horreur au cinéma, donc ça m'a beaucoup marqué aussi pour ça. Mais donc je sors de la séance, et partout où je vois un reflet, j'imagine que mon reflet agit contre moi, dans mon dos. Et pour Toy Story, c'est la grande force de ce film quand t'es un gamin, c'est que les objets, les jouets ne s'animent pas quand t'es en leur présence, mais seulement quand tu ne les regardes pas. Donc ça recrée une expérience de Schrödinger accessible pour les gamins où tu te dis quand je ne regarde pas il s'anime, quand je regarde il s'anime pas, et donc le film est plausible dans une réalité. Tu peux imaginer que quand t'es pas là, quand tu fermes ta porte, tes jouets ils jouent, et quand tu la rouvres ils sont arrêtés, mais exprès parce qu'ils savaient que t'arrivais quoi. Et donc moi tous ces trucs là de films qui se prolongeaient dans le monde réel et qui pouvaient se prolonger alors que le monde réel ne donne pas l'expérience de ça, ne te permet pas de vivre ça, j'avoue que c'est un truc qui m'excite toujours, et je désespère un peu de le retrouver. Et puis quand je retrouve un film qui le fait encore de nos jours, je me dis il y a encore de l'espoir, il y a encore des films qui font ces paris là quoi. Vivre quelque chose que le monde réel ne permet pas de vivre. Alors, si Réalité a conquis Baptiste en lui offrant une expérience unique, la manière qu'a ce film de faire éclater certaines conventions n'est pas du goût de tout le monde. You don't
Oui, c'est le film de genre qui divise. Ah bah t'es là toi. Ceux qui le détestent estiment que c'est du grand n'importe quoi jeté en pâture au public, que c'est un gros doigt d'honneur au cinéma et aux spectateurs. Je m'en branle de Kubrick. Et ceux qui l'apprécient pensent au contraire qu'il fait honneur à ses spectateurs, qu'il s'agit d'une vraie proposition de cinéma. Et toi alors, t'en penses quoi? Eh bien, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais je fais partie de ceux qui prennent un immense plaisir à le voir et à le revoir. J'adore son humour décalé, tout en retenue, ses dialogues bourrés de sous-entendus, son côté méta, ses mises en abîme, sa mise en scène, ses cadrages et sa manière de nous plonger dans l'absurde pour nous faire vivre le cauchemar de ce caméraman qui veut faire son film. L'expérience sensorielle que ça procure, franchement, je trouve que c'est du grand art. Oui, du grand art et art de cinéma bien entendu, car si réalité peut donner l'impression qu'il met à la corbeille toutes les conventions du cinéma, en fait c'est tout le contraire. Il joue à fond avec pour servir son propos. Ce film est truffé d'idées cinématographiques. Sa construction narrative, son montage, son enchaînement de séquences, tout cela est parfaitement maîtrisé et qui plus est, permettent d'appréhender des sujets et des thèmes assez subtils et complexes. Alors ça, c'est facile de se moquer, mais vous ferez moins les malins quand je vous aurai montré ce que le film a dans le ventre. Tenez, Jason par exemple, ce grand enfant accroché à son rêve de réaliser son film. Eh bien la façon qu'on nous le présente et qu'on nous plonge dans son aventure, c'est pas du gribouillage de première année. Non, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Alors ouvrez vos oreilles et en bonus, vous allez découvrir quelques clés qui permettent de mieux comprendre réalité. It's just not possible. Bah si, c'est possible, et tout dépend avec quel œil on le regarde. Alors commençons par le tout début, la scène de chasse qui ouvre le film. Et immédiatement, on nous plonge dans une atmosphère étrange. Il y a d'emblée un côté presque irréel. Et c'est normal, regardez pourquoi. Parce qu'on commence avec une fillette endormie dans une voiture, et après avoir vu le chasseur mettre en joue sa proie, on revient sur elle, toujours endormie. Cette petite scène de chasse est donc encadrée par ces deux plans de la fillette endormie. Et c'est donc ça, en partie parce qu'il y a d'autres éléments dont je ne parlerai pas ici, qui procurent cette atmosphère étrange. Car inconsciemment, notre cerveau de spectateur, qui a l'œil pour ces choses-là, se dit qu'on est peut-être dans les rêves de cette fillette. Alors d'accord, l'impression est très légère, mais la graine est semée. Songe ou réalité, que voyons-nous exactement? Des coups de feu la réveillent. Bon, maintenant, ok, elle est réveillée, donc tout ce qu'on verra désormais fait partie de la réalité, a priori. Mais regardez la coquine, elle ouvre un livre et y plonge son regard, ce qui nous ramène au chasseur, cette fois-ci la bête sur le dos. Et donc là aussi, c'est très subtil, mais le montage induit l'idée que cette vision-là, du chasseur, est le fruit de l'imaginaire de la fillette, cette fois-ci nourrie par sa lecture. Donc à nouveau, le film sème le doute. Sommes-nous dans la réalité ou l'imaginaire ? Bon alors, ce léger doute finit par se lever lorsqu'on voit le chasseur rejoindre la fillette. Il est donc réel, du moins autant qu'elle. Voilà, on a donc fait la connaissance de cette fillette qui, on le verra, s'appelle ironiquement Réalité. Et elle fait partie d'une des multiples intrigues parallèles à celle de Jason. Alors justement, Jason, on va le voir dans la scène qui suit. Mais c'est pas vraiment lui la vedette. La vedette, c'est le drôle d'animal qu'il cadre. Dennis, un animateur déguisé en rat pour présenter une émission culinaire. Hey, c'est bizarre, et puis avec tout ce monde-là à deux de tension, on sent qu'on entre ici dans un humour décalé qui flirte avec le burlesque et l'absurde dans cette zone étrange où rien n'est vraiment comme il devrait être. Bon, encore une fois, j'ai conscience que c'est pas du goût de tout le monde, mais personnellement, j'adore. Et en plus, ça me semble très adapté pour cette histoire qui joue entre réalité et songe. Bon, bref, revenons à nos moutons. Non, à notre rat. Dennis, why do you keep scratching yourself? It's getting worse and worse. Dennis a donc un problème. Il est victime de démangeaison. Alors pourquoi ? Eh bien, cette question va constituer une seconde intrigue qui s'ajoute donc à celle de la gamine. Et Jason nous apparaît que très brièvement. Il est là, de dos et de face dans seulement 3 autres plans, aux manettes de la caméra, en bon exécutant qui fait son boulot. Il ne fait rien de particulier, ne participe pas vraiment aux échanges. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous apparaît comme un personnage complètement secondaire, limite insignifiant. Un type comme les autres, qui est là et qui observe la scène. Mais attendez, il y a d'autres éléments qui complètent subtilement la vision qu'on a de lui. Écoutez par exemple sur quel mot prononcé par l'invité il apparaît pour la première fois. Also, I have a special project that I'm quite keen on. Eh oui, ça nous met déjà sur la piste que lui aussi a un projet qui lui tient à cœur. Et il y a 2 autres éléments tout à fait importants.
1. C'est lui qui tient la caméra, et oui, quand même, c'est pas rien. Et 2. Dans son dos, il y a une vitre derrière laquelle il y a plein d'écrans. Et ça, vous allez voir, entre vitre et écran, il va y avoir plein de jeux de miroirs. Alors, avant de continuer, résumons, parce que déjà, à un niveau inconscient, notre cerveau de spectateur commence à être titillé. Et oui, le film nous a présenté ces deux récits parallèles, la chasse et l'émission TV, et on se demande automatiquement quel rapport, c'est quoi le lien? Et si en apparence rien n'est clair, eh bien on sent qu'il y a quand même des éléments qui se font étrangement écho. Le sanglier d'un côté et le rat de l'autre. Alors ok, il y en a un qui est réel et l'autre c'est juste un costume. Mais ça nous fait quand même deux bestiaux. Et c'est certainement pas un hasard. Et autre similitude, on les retrouve tous les deux dans des cadres. Le sanglier dans cette lunette de tir et le rat dans ce moniteur. Et le moniteur de qui? De Jason. Jason, simple témoin spectateur de l'action qui se déroule, comme la fillette qui attend sagement dans la voiture, dans ses rêves et plongée dans sa lecture. Et continuons, parce que la séquence de l'émission TV se termine avec un plan sur Jason, dont on s'est rapproché, puis sur son moniteur pour voir une dernière fois l'animateur rat. Et regardez, lorsqu'on revient sur le récit de la fillette, qu'est-ce qu'on découvre en train de regarder par la fenêtre? Un lapin. Et ensuite on voit tous ces petits copains empaillés. Donc c'est pas peu de dire que le film tisse très rapidement et subtilement un maillage complexe entre les personnages et leurs récits. I already told you about this. It's the same for all animals. The inside serve no purpose. Les choses s'éclaircissent. On comprend que le chasseur n'est autre que le père de la fillette. Mais, nouvelle scène étrange, alors qu'il est en train de vider le sanglier, en disant que l'intérieur ne sert à rien, Réalité aperçoit à son grand étonnement quelque chose de complètement incongru. Une cassette vidéo. Alors franchement, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est très bizarre. Et comme le père ne semble pas l'avoir remarqué, comme le film a commencé à jouer avec ses notions d'imaginaire, eh bien nous, spectateurs, on n'est pas trop sûrs de ce qu'on voit là. Réel ou imaginaire, une nouvelle fois, la question est posée. Et au passage, ça nous fait un lien de plus avec l'émission TV. Et la réponse, elle est dans cette poubelle. Mais, suspense, il va falloir attendre. Car les parents n'aiment pas qu'on aille fouiller dans les ordures. Reality! Don't touch that, it's disgusting. Et donc, cette mystérieuse cassette vidéo va devenir la quête de réalité. L'intrigue qui va capter notre attention. Parce que nous aussi, cette cassette, on a envie de la retrouver pour savoir si elle existe vraiment. Et si c'est le cas, on veut savoir comment elle s'est retrouvée dans le ventre de ce sanglier et les images qu'elle peut bien contenir. I can't sleep at night. Look at what your shitty detergent is doing to me, alright? Dennis, qui n'en peut plus de ses démangeaisons, fait sa diva, devient insupportable avec son entourage. Et là, on découvre qu'il est persuadé d'être recouvert d'eczéma. You see? I mean, all my skin is covered in bumps. Bah non, justement, là, on voit rien du tout. Son histoire d'eczéma, ça a tout l'air d'être le fruit de son imagination. Et avec la réaction de la costumière, il semble qu'il n'y ait pas de doute sur ce point. Et donc, c'est juste après qu'on présente enfin Jason. Dans cette scène, on le voit tenter, assez maladroitement, de séduire cet animateur en lui expliquant son projet qui lui tient vraiment à cœur, faire un film. As I'm about to make a movie, I'm gonna have loads of little parts to fill, so as you came across great on camera, close-ups. Mais on voit vite que Dennis a d'autres chats à fouetter. Rats à fouetter. Non, je veux dire des rats à gratter. Enfin bref, vous avez compris. À ses yeux, ce petit caméraman n'est absolument pas crédible avec son histoire de film. Et même nous, ce Jason qui mendie la participation de cet animateur, qui joue le réalisateur sûr de lui, nous apparaît comme un grand enfant naïf, innocent, porté par des rêves de cinéma. Et cette impression, on l'a grâce à quoi? La mise en scène de sa première apparition, évidemment, tout en subtilité. Le type insignifiant, l'effet écho avec la gamine, tout ça. Vous voyez comme c'est malin. Et attendez que je vous raconte la scène qui suit, ça va être le pompon. On revient à la fillette. Elle raconte à ses parents la chose extraordinaire qu'elle a vue et écoutez ce qu'on lui répond. Stop talking nonsense. Come on, eat. C'est absurde, finis ton assiette. Elle est pas rigolote la maman. Et le papa, c'est pas mieux. Parce que forcément, en réalité, elle insiste. Et lui, il va lui expliquer par A plus B que c'est pas possible. How could a hog swallow a videotape? It's much too big. It wouldn't go down. It's just not possible. Reviens sur Terre, réalité, tu as trop d'imagination.
là, je suis sûr que vous avez perçu toutes les résonances qui se jouent ici et à quel point elles s'entrelacent. Réalité qui prétend avoir vu cette cassette sortir du ventre du sanglier, confrontée à des parents fermement ancrés dans le réel, qui refusent d'y croire. Jason, le grand enfant, qui annonce qu'il va réaliser un film et qui doit faire face à un Dennis à 1000 lieues d'être convaincu. Et ce même Dennis, persuadé qu'il a des plaques d'eczéma partout sur lui, confronté au regard incrédule et agacé de la costumière. 3 visions dans la même situation, confrontées à des murs d'incompréhension. 3 réalités perçues comme absurdes par ceux qui les entourent. Et le plus beau dans tout ça, c'est que nous, spectateurs, n'avons pas le même rapport avec ces 3 affirmations. La cassette, nous l'avons vue, mais les plaques d'eczéma, pas du tout. Et le film qu'a Jason dans sa tête, ça reste à voir. Et c'est là que là-haut dans notre crâne, ça commence sérieusement à se gratter. Parce que le film, avec ce jeu de ressemblance-dissemblance, nous questionne sur notre rapport à l'image. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, réel ou imaginaire, que croire, qui croire. Alors attendez, parce que j'ai pas tout à fait terminé. Tout va se précipiter, on va arriver à la première bascule, la première grosse révélation du film. Et c'est amené par une magnifique séquence. Ça commence avec ce plan. Réalité se brosse les dents et regardez, son image se reflète à l'infini dans un jeu de miroir. Et en voix off, on entend sa mère qui fait le récit d'une fillette qui fait exactement ce que fait Réalité là, dans l'image sous nos yeux, comme si c'était un conte. Looking at herself in the mirror. Thinking back on her day. Ensuite, un plan de la cassette vidéo qui sort du ventre du sanglier, mais à l'envers. Et on revient ensuite sur la gamine, perplexe, complètement dans ses pensées. Et cut, on la retrouve dans son lit avec sa maman pour comprendre que la voix off qu'on entendait jusque maintenant venait de là, de ce plan, et que le récit qu'elle fait, c'est en fait une lecture d'un conte. Et un conte qui annonce un cauchemar, et cerise sur le gâteau, ce livre s'appelle Endless Mirrors, Miroir sans fin. Alors le tout nimbé dans la musique minimaliste et répétitive de Philip Glass, Music with Changing Parts, perso je la trouve excellemment bien choisie, on sent qu'on est en train de décoller, de quitter le monde réel, qu'on est en train de littéralement traverser le miroir. Alors maintenant, où le film va nous emmener? Eh bien, surprise, dans une salle de projection. Et on comprend que Réalité, en fait, elle fait partie d'un film. Mais attention, un film en cours de création, un film qui est en train de se faire. Et franchement, elle est pas belle cette traversée du miroir, purement cinématographique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce film qui est en train de se faire est réalisé par un certain Zog, un ancien du documentaire, une sorte de perfectionniste à la recherche du réalisme justement, et très ironiquement produit par un Bob Marshall qui lui n'en a que faire du réalisme, ce qu'il veut c'est du cinéma. On n'a pas besoin qu'elle dorme pour de vrai, c'est un film. Il a qu'à lui demander de faire semblant, c'est ça le cinéma. Alors après la cassette vidéo, la série télé, le projet de film, le film dans le film qui est en train de se faire, mise en abîme et dialogue méta vont s'empiler vitesse grand V comme à millefeuille avec cette séquence bourrée d'humour dans laquelle Jason, qui lui n'est pas dans le film de Zog, raconte son projet de film dont le sujet est cette fameuse histoire de télé qui rend débiles les gens et qui leur fait exploser le cerveau. Je suis prêt à signer. Ok. Waouh. Je suis tellement surpris, je sais pas trop comment réagir. Non mais ne réagis pas, écoute-moi. Et c'est donc là, à la 25e minute, après cette préparation minutieuse, que Bob Marshall demande à Jason de partir à la recherche du fameux gémissement parfait. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends? Très bien. Et c'est dans cette quête absurde qu'on va véritablement commencer à le suivre. Et lui aussi va traverser le miroir pour plonger dans un cauchemar. Les entrelacements des récits parallèles vont continuer, tantôt pour apporter une réponse à nos questions, tantôt pour en livrer de nouvelles, jusqu'à devenir de plus en plus absurdes. Et c'est cette dynamique qui va nous tenir en haleine. Et l'autre grande astuce du film, c'est de faire de Jason, le spectateur comme nous, de l'infernal et de l'absurde entrelacement de ces histoires parallèles. Je souhaite être interné, parce que je suis en train de perdre les pédales. C'est le fait qu'il devienne conscient du mindfuck qui se déroule dans ce film, pas en totalité mais une grosse partie, qui nous préserve d'être complètement perdus. On s'accroche à lui, il devient notre point d'ancrage, et on partage avec lui le cauchemar de cet enchevêtrement de récits. Et couplé avec les quêtes des autres personnages, on reste en haleine jusqu'au bout du film. Y'a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir. Vous voyez donc que c'est quand même sacrément bien tissé tout ça, hein. C'est de la belle dentelle cinématographique. Bon, ce film est un puits sans fond, je pourrais en parler pendant des heures. Pour
résumé, c'est un film qui parle de cinéma, qui joue avec les codes du cinéma et qui interroge notre rapport à l'image. Un labyrinthe où à travers ces personnages empreints de naïveté, d'innocence et de rêve, on explore mine de rien des thématiques profondes et complexes. Les affres de la création, la recherche de perfection, la quête d'identité. Bon, je vais pas vous faire la liste car à la façon d'un Alice au Pays des Merveilles, auquel il fait de multiples clins d'œil, ce film s'apprécie par sa manière d'embrasser l'illogique, à accueillir l'irrationnel, à mettre en pause notre besoin compulsif de tout comprendre, que tout doit avoir absolument un sens. Bref, une invitation à accéder pleinement à l'imaginaire. Et ça, franchement, ça fait un bien fou. Stop talking nonsense. Come on, eat. Bon, vous, je sais que c'est pas votre tasse de thé. Ah non, mais purée, t'es pénible, toi. Qu'est-ce que t'en sais de ce qu'on en pense de ce film? T'es pas dans notre tête, à ce que je sache. Et je saurais hein, si t'étais dans ma tête. Pardon. Et alors, vous en pensez quoi? Bah, j'aime bien. Et oui, et moi aussi. Bah, moi qui pensais que ça allait diviser, qu'on allait partir sur un grand débat. Ouais, bah, tu penses trop. Ok, bon, alors vous, ça vous agace pas, là, qu'on vous triture le cerveau comme ça? Bah, non. C'est marrant. Bon. Hey, tu sais ce que ça me rappelle? Les dessins, là, où je pouvais suivre le cours d'eau, là, comme ça, et il revenait sur lui-même. Hey, je vous assure, hein, c'était incroyable. Il revenait sur lui-même, je sais pas comment c'était possible, mais c'était trop bien. Ah bah, à croire que t'étais dans ma tête, j'allais en parler. Ah. Car oui, cette image dont tu parles, et les autres de M.C. Escher, sont intéressantes à mettre en parallèle avec le film. Pour ceux qui ne connaissent pas, M.C. Escher est un artiste néerlandais qui a produit, entre autres, des œuvres qui sont devenues très connues pour leur capacité à nous plonger dans des mondes qui défient toute logique, toute rationalité. Dans ce domaine-là, c'est un peu le maître. Et donc, l'exemple que tu as cité, c'est celui où on voit un cours d'eau bouclé sur lui-même avec une cascade. Alors, c'est très bluffant et le plaisir qu'on peut avoir devant ce type d'œuvre, c'est d'expérimenter quelque chose qui est impossible dans la vie réelle. Et ce plaisir va de pair avec celui de se prendre au jeu du caractère hypnotique qu'elle génère, de laisser son regard suivre la boucle encore et de savourer le vertige. Prenez cet autre tableau avec ces personnages qui se croisent dans des systèmes de gravité impossibles. Là encore, on ne demande pas de sens. On accepte l'illogique, on accueille l'absurde et on profite de cette expérience unique. Eh bien, les personnages de réalité, je les perçois de la même manière. Et la clé pour l'apprécier, c'est de renoncer à comprendre. C'est pas un puzzle à résoudre, c'est une sensation à vivre. Il faut se laisser porter, accueillir les émotions, le vertige qu'ils provoquent et les réflexions qu'elles génèrent. Et pas forcément des réflexions ésotériques, non, elles peuvent être solidement ancrées dans notre réalité, sur ce qui nous définit en tant qu'être humain, sur notre relation à l'autre, sur notre manière de vivre en société. Bref, comme Mulholland Drive, du regretté David Lynch, auquel le film de Quentin Dupieux fait inévitablement penser, Réalité est donc une expérience que seul l'art et le cinéma permettent de vivre, à savourer telle qu'elle se présente, fascinante et jouissive, où le non-sens, l'absurde, l'illogique peuvent, qui sait, éclairer certaines vérités que la stricte rationalité ne pourrait le faire. Ah voilà, j'en étais sûr. Je sentais arriver ce coup-là, qu'on allait terminer là-dedans. Dans quoi? Bah là-dedans quoi, dans la télé là. On est dans une télé hein. Oui, forcément c'est une vidéo, donc on sera, je veux dire, on apparaîtra dans un écran. Ah non, là c'est différent hein. Les gens ils nous voient, nous, mais dans une télé, comme lui au début. Eh oui, mais comment tu peux le voir ça? Si ce que les gens là voient, c'est nous dans une télé, comment toi tu peux être dedans et en même temps à l'extérieur avec eux pour nous voir dans une télé? Physiquement, c'est pas possible. Eh non, ça c'est pas possible. Bah oui, c'est comment je sais moi. Ah, bah si, ça me revient. C'est à cause de ça. Parce que je l'ai vu la cassette et c'est dessus. C'est ça qu'il y a sur la cassette? Bah oui. Oh. Bon allez, on enchaîne. Revenons sur Terre, les pieds bien ancrés dans la réalité et embarquons pour une nouvelle séance spéciale. Oui, celle de Pascal de la chaîne YouTube Interdit aux moins de 13 ans. Et d'ailleurs, avant qu'il s'apprête à nous en faire le récit, tu lui avais posé une question et il t'avait plutôt tapé dans le mille. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous êtes allé voir des films que vous aviez pas l'âge pour le voir? Par exemple, vous aviez 11 ans et vous êtes allé voir un film interdit aux moins de 13 ans. Oui, il y en a un, mais c'est celui que j'ai dans la liste
de mes souvenirs marquants. Et donc sa séance spéciale, c'est précisément une séance d'un film interdit aux moins de 13 ans. Et lui n'en avait que 12. Bon, ça va, c'est pas la mort non plus. Oui, évidemment. Mais ce qui est savoureux, c'est qu'en fait, c'est pas lui qui a eu l'idée d'y aller. C'était en 76, un soir, en plein été. Donc c'est ma mère et mon beau-père qui m'ont emmené voir ce film. Ah ben, merci maman. C'était un petit cinéma de province. Et je me souviens de l'affiche, surtout en rentrant, en fait, la grande affiche qui était sur un chevalet. Et j'avais déjà remarqué interdit aux moins de 13 ans, parce que c'était quand même marqué, presque en gros. Et déjà, l'affiche m'avait fait flipper. Déjà, en voyant l'affiche, je dis, ouïe, aïe, aïe. Je suis allé en salle de projection parce que mon beau-père connaissait le projectionniste, donc c'est là que j'ai découvert déjà la cabine de projection, avec ces deux gros, énormes projecteurs, et ces grosses bobines qu'il fallait changer toutes les 10 minutes ou un quart d'heure, je ne sais plus. Et ensuite, on est rentré dans la salle. C'était quand même une grande salle. Le cinéma était en amphithéâtre. Je me souviens juste certaines affiches qui avaient collé au mur, dont une, c'était un film catastrophe, c'était 747 en péril. Et ensuite, la séance a débuté. Et voilà, ça a été un choc. Donc j'avais 12 ans, je voyais pas de films violents. Ma mère faisait attention à la télé, dès qu'il y avait le carré blanc, je n'avais pas le droit de regarder. Ah ben sa maman, j'adore. Hein. Pour la télé, elle serre la vis. Alors par contre, pour le cinéma, c'est open bar. Tu peux aller voir tous les films que tu veux. Alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais posé la question après. Peut-être qu'elle a été entraînée par mon beau-père, peut-être que c'était lui qui voulait le voir, et puis elle pouvait pas me laisser tout seul. Mais peut-être que ma mère s'attendait peut-être pas non plus à ce film-là, qui soit aussi violent. Elle aurait peut-être vu interdit moins de 13 ans, je ne sais même pas si elle a vu l'affiche. Après, voilà, je ne sais pas pourquoi elle m'a entraîné là, mais je lui en veux pas, hein. Alors le film lui a filé les jetons, ça on a compris. Mais maintenant, comment s'est déroulée la pré-séance ? Je me souviens très bien que la réaction que j'ai eue juste au générique de fin, donc quand il a fallu se lever, c'est qu'il y avait une scène vers la fin qui m'avait tellement choqué que quand je me suis levé, j'avais des jambes qui tremblaient, j'arrivais presque plus à tenir dessus. Je tenais pas sur mes jambes. Ça m'avait tellement retourné. Nous, à 12 ans, en 76, on voyait pas tant de choses comme ça. Et donc, en plus, dans un cinéma, un premier film, ça m'avait, encore une fois, vraiment traumatisé. Et pour la bonne cause. C'est devenu mon film de chevet, film qui a aussi donné envie de faire du cinéma, ce que j'ai essayé de faire après. L'autre truc que le film, quand même, a provoqué chez moi, mais ça, c'est pareil, je pense, sur plein de gens qui l'ont vu, c'est que depuis, j'ai une trouille, même encore maintenant. Je vais jamais très loin quand je vais je suis pas rassuré. Et j'ai toujours cette crainte de la voir ce qu'il y a sous mes pieds. Ça m'est resté encore aujourd'hui. Quel est ce film mystère ? Bon, maintenant vous connaissez le principe. Rendez-vous la semaine prochaine pour le découvrir. Et on embrasse très fort sa maman. Moi ici, j'embrasse ma maman. Alors avant de nous quitter, un dernier petit mot sur un réalisateur unique, un artiste complet avec une vision profondément singulière qui nous a malheureusement quittés cette semaine. Bien sûr, je veux parler de David Lynch, un artiste qui a réussi à amener son public à accepter qu'un film n'a pas toujours besoin d'être rationnel, qu'il peut contenir des failles, voire des gouffres d'incompréhension. Alors je ne veux pas vous mentir, s'il y a certains films comme Elephant Man que j'ai tout de suite adoré, il y en a d'autres où l'expérience a été plus compliquée. Je me souviens notamment de ma première expérience avec Lost Highway. Sur le moment, j'étais vraiment pas convaincu et je trouvais ça très hermétique. Mais des images sont restées profondément gravées en moi et plus tard, quand je l'ai revu, j'ai compris ce qu'il fallait en attendre. J'ai compris que son cinéma demande une prédisposition particulière, une envie de se laisser dériver. Donc voilà, petit hommage à un cinéaste majeur qui vient de nous quitter. Et si je devais retenir un seul de ses films, je choisirais sans doute Mulholland Drive. Voilà, comme ça c'est dit. C'est tout pour cette émission, je vous dis à la prochaine et en attendant, commentez, dites-nous si vous avez été conquis ou non par le film de Quentin Dupieux, abonnez-vous et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, un lien Tipeee est à votre disposition. À bientôt. Et n'oubliez pas, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte, les meilleurs films, c'est ton cœur qui te le dit. Alors, chers abonnés, une fois de plus, un film s'est glissé dans cette vidéo. Vous connaissez la règle, le premier qui aura trouvé le titre apparaîtra au générique du prochain épisode. Ah, et d'ailleurs, c'est marrant, ce film empile également les mises en abîme. Oh, c'est peut-être pas une coïncidence, ça.